Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 4 avril 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 154 du podcast. Aujourd'hui, je vais parler de trois sujets principalement. Premièrement, la coupure du côté de la production du pétrole brut. Ça a été annoncé hier par l'OPEP. Donc, nécessairement, si la quantité produite est réduite, à ce moment-là, ça va faire monter le prix du baril et ça va avoir d'autres répercussions sur, entre autres, l'IPC et le prix de certains autres produits. Ensuite de ça, je vais vous parler de l'interdiction de l'application TikTok. Donc, principalement aux États-Unis, mais ailleurs. Déjà, il y a eu l'interrogatoire du PDG devant le Congrès. Il y a déjà certains pays qui ont banni l'application pour certaines personnes en particulier. L'Australie hier qui en parlait aussi, donc je veux revenir là-dessus. Et pour terminer l'épisode, vu que c'est la fin de la saison des impôts, je trouve que c'est le bon moment pour reparler de la fiscalité pour les traders actifs parce que c'est une question qui revient souvent, autant travailleurs autonomes versus incorporation, par rapport au CELI, par rapport au day trading dans des comptes enregistrés ou non enregistrés. Donc, je vais parler un peu de tout ça dans la dernière partie de l'épisode. Sinon, je vais commencer tout de suite avec la réduction de la production de pétrole brut qui est annoncée par l'OPEP+. Donc, ça, c'était hier. L'OPEP+, qui est l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Et cette annonce-là a fait grimper le prix du baril de 6% hier, si je regarde le graphique. Donc, premièrement, évidemment, cette annonce-là, c'est une surprise pour tout le monde. Il n'y a pas personne qui anticipait que l'OPEP allait faire une coupure comme ça. Et deuxièmement, on parle quand même d'une coupure de 1,6 million de barils par jour. Et là, la baisse de production va commencer à prendre effet à partir de mai, donc le mois prochain. En date d'aujourd'hui, présentement, le baril de pétrole brut WTI il est rendu autour de 81 US. Et comme je l'ai déjà dit, la hausse du prix du baril, c'est clair que ça va affecter le prix de l'essence à la pompe. Et il faut savoir que ça va affecter les données de l'inflation parce que l'essence, c'est une composante importante de l'indice des prix à la consommation, donc l'IPC. Et si le prix de l'essence augmente, nécessairement, ça va venir pousser à la hausse les données du côté de l'IPC. Et l'autre chose par rapport à ça, c'est que les tarifs pour le transport, que ce soit le transport de matières premières ou de produits, faut comprendre que c'est directement lié au prix de l'essence. Donc, si la livraison coûte plus cher, puis qu'une compagnie veut maintenir sa marge de profit, ben, elle va augmenter le prix de ses produits en conséquent. Donc, une autre conséquence de l'augmentation du prix du baril de pétrole brut, c'est aussi une augmentation généralisée du prix d'un paquet d'affaires parce que l'essence, la logistique, la livraison, les frais de transport, c'est quand même une composante importante dans le cost d'un paquet d'affaires. Donc, c'est sûr que en voyant l'augmentation qu'on a eue là, ça pourrait venir affecter à la hausse les prix encore une fois. Par contre, pour regarder la bonne nouvelle, c'est que du côté des marchés boursiers, la hausse subite du baril de pétrole brut, ça a fait jumper le prix des actions dans le secteur de l'énergie. Donc, pour vous donner quelques exemples, aux États-Unis, on peut penser à ExxonMobil qui a monté de 6% hier. Il y a Chevron qui est en hausse de 4%. Sinon, on va regarder de notre côté aussi là, pour les titres canadiens sur le TSX. De ce côté-là, on a le prix des actions de Suncor qui a augmenté de 5%, Crescent Point de 6%, et finalement Cenovus qui a augmenté de 8%. Et tout ça, c'était évidemment en une seule journée hier, suite à l'annonce de l'OPEP. Donc, c'est le secteur de l'énergie qui a bien évidemment profité de la hausse du pétrole brut. Donc, on va voir en fait, ça va être quoi les répercussions de ça à plus long terme. À court terme, évidemment, ça a mis un beau momentum haussier du côté des titres qui sont liés au secteur de l'énergie.
Je vais poursuivre en vous parlant de qu'est-ce qui se passe avec l'application TikTok. Donc, à savoir, est-ce que l'application va être bannie aux États-Unis et potentiellement au Canada, Europe et partout ailleurs. Et ça fait un certain temps qu'il y a des craintes vis-à-vis la Chine qui pourrait collecter des renseignements confidentiels avec l'application TikTok. Et dernièrement, il y a eu justement le PDG de TikTok qui s'est fait interroger par le Congrès américain. Si je me souviens bien, c'était à la fin du mois de mars. Et encore une fois, c'était des questions par rapport à la collecte d'informations personnelles qui pourraient être faites avec l'application. Dans le fond, les États-Unis considèrent que TikTok, ça pourrait être un outil d'espionnage utilisé par le gouvernement chinois parce que, en effet, le réseau de l'application TikTok, il appartient à l'entreprise ByteDance. Et ByteDance, c'est une entreprise qui est basée à Pékin, en Chine. Et là, avec les tensions géopolitiques avec la Chine, l'histoire du ballon météorologique qui a passé au-dessus du territoire américain, il commence à avoir pas mal de pression à l'idée de bannir TikTok aux États-Unis. En date d'aujourd'hui, l'application est déjà interdite pour les employés qui travaillent pour le gouvernement fédéral aux États-Unis et c'est la même chose pour l'Union européenne. De notre côté, au Canada, on a aussi bloqué l'application dans le sens qu'on ne peut pas la télécharger, on ne peut pas l'utiliser sur les appareils mobiles du gouvernement. Donc ça, c'est une mesure qui date de peut-être quelques semaines. Et hier, c'était au tour de l'Australie d'annoncer la même nouvelle. Donc l'application qui va devenir interdite sur tous les téléphones des fonctionnaires australiens. Donc on peut voir que le processus pour bloquer TikTok un peu partout, c'est déjà commencé. La question, c'est plus, est-ce que le gouvernement va finir par bloquer complètement TikTok pour l'ensemble des citoyens? À mon avis, c'est loin d'être impossible. T'sais, il pourrait empêcher qu'on puisse la downloader puis l'utiliser sur nos téléphones. Et si c'est le cas, c'est clair que ça va bénéficier aux autres entreprises dans le secteur des réseaux sociaux, particulièrement aux États-Unis. On peut penser à Meta avec les Reels sur Instagram et Facebook. Il y a aussi les shorts sur YouTube, qui est des vidéos de courte durée. Évidemment, YouTube qui appartient à Google. Bref, Meta et Google, ça serait deux compagnies qui gagneraient énormément si l'application TikTok devient interdite en Europe, au Canada, aux États-Unis, en Australie, etc. Parce que le trafic, dans le fond, les utilisateurs de TikTok vont se rediriger sur d'autres plateformes comme Facebook, Instagram, les Shorts, etc. Et ça va permettre évidemment aux annonceurs de mettre plus de pubs sur ces réseaux-là qui sont en mesure de rejoindre le plus de monde possible. Ça conclut pas mal le volet sur le pétrole brut et l'application TikTok. Maintenant, je vais passer à l'imposition dans le monde du trading. C'est sûr que moi, ça va être plus pour les traders actifs. Donc, je vais couvrir rapidement le CELI, le REER, travailleur autonome versus incorporation. C'est des questions qui reviennent souvent. Donc, je vais essayer d'en couvrir le plus possible. Je vais commencer avec le CELI et le REER. Évidemment, pour ceux qui ne le savent pas, tous les revenus de placement à l'intérieur du CELI et du REER sont non imposables. Donc, pour le CELI, c'est le restant de vos jours. Il n'y aura jamais d'impôt sur vos revenus de placement, que ce soit des intérêts, des dividendes ou un gain en capital. Il n'y aura pas d'impôt là-dessus. Du côté du REER, c'est que tant qu'il reste dans le REER, il n'y a pas d'impôt. Par contre, lorsque vous allez retirer l'argent du REER, là, il va être imposé. Évidemment, il y a une stratégie derrière les cotisations au REER. Premièrement, on cotise au REER quand tu as un revenu plus élevé que ce que tu penses faire quand tu vas être à ta retraite. Ce que je veux dire, c'est que le REER, c'est un report d'impôt. Ça permet aujourd'hui de cotiser. Ta cotisation est déductible d'impôt. Donc, si tu fais 110 000 et tu cotises 15 000, bien là, tu es imposé sur 95 000 au lieu de 110. Donc, ça te permet d'avoir un retour d'impôt si ton impôt a été prélevé à la source toute l'année.
Évidemment, si tu fais 35 000 par année, puis que tu penses faire à peu près 35 000 quand tu vas être à la retraite à 70 ans, 65 ans, peu importe, le REER, il n'y a pas vraiment d'utilité parce que tu reportes l'impôt plus tard. Puis oui, tu payes pas de. Tu n'as pas besoin de payer d'impôt sur les gains que tu vas faire au cours du processus de ta vie. Mais quand tu auras besoin de l'argent pour vrai, quand tu vas le sortir de là, tu vas payer de l'impôt au même titre que tu payes de l'impôt sur tes revenus de salaire. Encore là, un, je suis pas fiscaliste, et deux, ça dépend énormément, c'est du cas par cas, dans le sens que, est-ce que tu es en couple ou célibataire? Est-ce que tu as des enfants à charge? C'est quoi ton revenu? C'est quoi tu veux faire avec ça? Il y a beaucoup de... Ça dépend beaucoup de ta situation parce que cotiser un REER, c'est vraiment plus fait pour les salariés avec un revenu, disons, relativement élevé. Là. Ça veut dire, tant qu'à moi, au-dessus de 80 000 par année, là, il y a vraiment un intérêt à venir cotiser au REER. En bas de ça, pas tout à fait convaincu. Encore là, c'est pas tout à fait vrai parce que en cotisant ton REER, tu diminues ton revenu imposable, puis ça te permet peut-être de l'autre bord d'avoir des crédits d'impôt parce que là, tu te retrouves dans un palier qui te permet d'avoir de crédit d'impôt sur la solidarité ou le remboursement de TPS, etc. Par contre, sur l'aspect report d'impôt, le REER, c'est plus stratégique pour quelqu'un, par exemple, qui fait 150 000 par année, qui est à son pic de revenus, puis qui est à, je sais pas, il y a 30, 40, 50 ans, et que là, rendu à 65 ans, sa maison éclairée, il n'y a plus besoin de... Il n'y a plus autant de dépenses, il n'y a plus besoin d'autant de revenus. Peut-être que cette personne-là qui a vécu sur 150 000 par année de salaire, ben là, peut-être qu'il serait correct avec, je sais pas moi, 40 000, 50 000 par année qui pourrait sortir, qui pourrait retirer de son REER. Là, ça vaut la peine par rapport au report d'impôt parce que aujourd'hui, avec 150 000 de revenus, son taux d'imposition marginale est peut-être de 47-50 %. Fait que ça vaut la peine de prendre cet argent-là, de le cotiser au REER, puis quand tu vas le ressortir, si son revenu total est de, je sais pas, 35 000, 40 000 par année, c'est garanti que le taux d'imposition, à ce moment-là, va être beaucoup moindre que celui qu'il aurait payé en date d'aujourd'hui. Par contre, de mon bord, avec mon entreprise incorporée, si c'est moi qui définis mon salaire, combien je me verse, ben l'argent, le reste, ça peut rester dans le compte de la compagnie, puis ça va être ça ma mécanique de report d'impôt. Dans le sens, je paye quand même de l'impôt avec ma business, c'est juste que le taux d'imposition est beaucoup plus bas que si je me le versais au complet comme travailleur autonome, mais reste que le REER, c'est la seule méthode pour un salarié de reporter son impôt. Il n'y a pas les mécaniques que j'ai droit avec mon incorporation. Donc, c'est un peu mon avis sur le REER. Encore là, je ne suis pas votre comptable, je ne suis pas votre fiscaliste, je ne donne pas de recommandations. Je partage un peu mon opinion sur le REER. Et là, j'ai un peu bifurqué. On va revenir sur l'imposition par rapport aux traders actifs. Donc, la première chose que je tiens à préciser, c'est que tu ne peux pas faire de day trading dans ton CELI pour éviter de payer de l'impôt sur ces revenus-là. Si tu as fait 30 000 $ avec des transactions de day trading, même si tu l'as fait à l'intérieur de ton CELI, si tu te fais checker par Revenu Québec, ben, tu vas devoir payer de l'impôt sur ces gains-là. C'est pour ça que pour les transactions spéculatives à court terme, spécialement du day trading, mais scalping, c'est dans la même catégorie, ben, tu fais ça dans un compte non enregistré, que ce soit un compte comptant ou un compte sur marge. Pour ce qui est du swing trading, c'est un peu plus touché parce que, encore là, c'est une zone grise du côté de l'impôt, mais normalement, ce qui fait que les transactions sont imposables ou non, ça dépend de la fréquence des opérations, du nombre de temps que tu as gardé les actions, de tes connaissances des marchés boursiers, puis aussi le type d'action que tu vas trader. Dans le sens que acheter et vendre des actions spéculatives plusieurs fois dans la même journée, puis que vous faites ça plusieurs fois dans l'année, c'est clairement pas pour des placements à long terme. Donc à ce moment-là, ces gains-là seraient imposables, même si ont été faits à l'intérieur d'un CELI. Et ça, il faut faire attention parce que Revenu Québec, ils peuvent revenir en arrière. Ça veut dire que si en 2020 puis 2021, tu as fait un total de 100 000 $ de profit en day trading, puis que là, ça allait bien, puis tu t'es dit, pas besoin de le déclarer parce que c'est dans mon CELI, ben là, prie le Seigneur que tu te fasses pas checker parce que
au bout de ce processus-là, tu pourrais leur devoir une couple de dizaines de mille. Puis tu sais, que tu l'aies sorti ou non de ton CELI, ça a peu d'importance. Le day trading, c'est toujours des revenus imposables. Fait que le CELI, c'est pas la place pour faire du day trading. Et petite parenthèse, quand on parle d'impôts, je pense que c'est important de savoir que si les autorités fiscales ils vous disent que vous leur devez de l'argent, c'est à vous de vous défendre pour prouver que c'est pas vrai. Fait que finalement, aux yeux de Revenu Québec ou de l'ARC, concernant votre impôt, concernant votre déclaration de revenus, si jamais il y a quelque chose, vous êtes coupable jusqu'à preuve du contraire. Fait que si, mettons, tu reçois un papier et qu'ils te disent que tu lui dois 50 000 $, plus pénalité, plus intérêt, là, c'est à toi de prouver que non. Fait que c'est là que les démarches commencent. Faut que tu communiques avec ta comptable, tu checkes tes documents, tu envoies des courriels. Même si tout est by the book puis tout est beau, c'est un processus qui est long, c'est stressant. Puis, tu sais, comme je vous dis, il y a beaucoup de perte de temps là-dedans au final. Fait qu'au moins, si au départ, vous faites vos déclarations comme du monde, vous évitez bien de la pression puis du stress qui viennent avec les vérifications fiscales. D'ailleurs, pendant que j'y pense, il faut savoir que les profits de day trading sont imposables à la fin de l'année, comme n'importe quel autre revenu. Fait que si, mettons, en 2021, vous avez fait des gains de 80 000 avec des transactions de day trading, même si en 2022, vous les avez toutes perdues, vous devez quand même de l'impôt sur les 80 000 que vous avez gagnés en 2021. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont dit « Ouais, mais en 2020, tout a monté, j'ai fait plein de transactions, puis j'ai fait 100 000. Mais l'année d'après, là, j'ai tout perdu. Fait que finalement, j'ai perdu 20 000 total. Ou j'ai juste gagné 20. Ben, c'est bien beau tout ça, mais vous devez quand même l'impôt sur vos gains de l'année passée si vous n'avez pas déclaré. C'est pas comme les gains en capital que tu peux déduire les pertes en capital dans la même année. Tu sais, exemple, tu as fait 100 000 en 2022 en gains en capital, mais tu as une perte en capital de 40 000. Fait que 100 moins 40, tu es à 60 000 de gains en capital. 50% de ça qui est imposable. Donc, tu vas payer de l'impôt sur 30 000 à ton taux d'imposition marginal. Mais ça, c'est des gains en capital, puis c'est au courant d'une même année. Là, on ne parle pas de la même chose avec les gains de trading. Si en 2021, tu as fait 100 000 de profit, puis tu l'as tout perdu en 2022, on s'en fout. Tu dois quand même payer ton impôt sur les gains de 2021. Ça a l'air d'un concept de base, ça a l'air bien basic, mais il y a quand même du monde qui se sont fait prendre là-dedans, autant avec la crypto que le day trading, puis les swing trading en 2020-2021, ça a été des très bonnes années pour le trading. Et là, beaucoup de monde qui ne comprenait pas nécessairement la fiscalité derrière ça, mais ça se peut qu'il y ait bien du monde que cette année ou plus tard, ils se fassent checker dans les années antérieures, puis que là, il y a des mauvaises surprises par rapport à déclaration de revenus qui ne reflètent pas la réalité, puis que là, ils doivent de l'impôt, puis de l'intérêt, pénalité, tout ça. Fait que c'est quelque chose à bien checker, puis assurez-vous d'être à jour parce que c'est un stress qui n'est pas super le fun à vivre. Et ça m'amène à vous parler d'une autre question que je reçois souvent. Dans le fond, c'est par rapport au day trading puis swing trading. On me demande si les profits de ça, c'est-tu des gains en capital ou c'est des revenus d'entreprise ou revenus de travailleurs autonomes? Et c'est important de comprendre ça parce que dans les deux cas, que ce soit du day trading ou du swing trading, qui sont des transactions spéculatives à court terme, même si concrètement, vous avez vendu une action à un prix plus élevé que vous l'avez payé initialement, ce qu'on devrait normalement considérer comme un gain en capital, vu que c'est fait dans un contexte de transaction rapide pour faire des profits à très très court terme, le traitement fiscal n'est pas le même. T'sais, un gain en capital, c'est plus pour les placements, les investissements à long terme. Vous achetez des actions à 100$, puis l'année prochaine, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, vous les revendez à 200$. Vous avez fait un gain en capital de 100$ par action, et c'est un gain en capital. Donc, vous allez être imposé ça va être 50% de ce montant-là qui va être imposé à votre taux marginal. Évidemment, s'il est à l'intérieur du CELI, il n'y aura pas d'impôt là-dessus. Mais le point, c'est que le gain en capital est souvent lié à des transactions plus long terme. Versus, si vous faites du day trading ou du swing trading qui dure quelques journées, ben là, vous êtes vraiment dans un autre
catégorie de transactions. C'est pas considéré comme un placement à long terme. C'est considéré comme un revenu d'entreprise ou un revenu de travailleur autonome selon votre forme juridique. Dans mon cas, c'est simple. J'ai une compagnie, Traders 360. Le but de ça, c'est de faire des transactions spéculatives, de faire du day trading, du swing trading. Fait que si je génère 10 000 $, c'est un revenu d'entreprise. Fait qu'il n'y a pas de gain capital là-dedans. Il n'y a pas de 50% du montant. Mon 10 000 $, il est imposé au complet au taux d'imposition des entreprises. Donc, grosso modo, c'est facile à comprendre, c'est que quand tu trades activement, puis tu fais ça vraiment de façon à générer des profits sur un horizon à court terme, dans une journée ou quelques journées, au niveau de l'impôt, c'est pas considéré comme un gain en capital. Et une autre question par rapport au trading, en fait, on me demande si c'est mieux de trader en tant que travailleur autonome ou si c'est mieux avec une compagnie incorporée, avec un Inc. Et première chose qu'il faut savoir, c'est que peu importe si vous êtes travailleur autonome ou si vous avez une compagnie incorporée, dans les deux cas, les dépenses qui sont liées au trading, c'est déductible d'impôt. Donc, exemple, tu peux déduire l'équipement informatique, les moniteurs, ton téléphone, les frais d'abonnement à Bloomberg, Reuters, CNBC, tout ce que vous payez pour avoir un abonnement premium, les frais pour le niveau 2 de votre broker, là, si vous chargez, je sais pas moi, 100$ par mois pour les niveaux 2, puis que vous n'avez pas fait pas assez de transactions pour que ça soit gratuit, mais ces frais-là aussi sont déductibles d'impôt. Bref, que vous soyez travailleur autonome ou avec une entreprise incorporée, dans les deux cas, ces dépenses-là sont déductibles d'impôt. Donc, ça va venir réduire votre revenu imposable. Revenu imposable pour les travailleurs autonomes et bénéfices pour les entreprises. Fait qu'à ce moment-là, le vrai avantage d'avoir une entreprise incorporée pour le trading, c'est une question de report d'impôt. Autrement dit, si vous générez 100 000 avec le trading comme travailleur autonome, puis que vous avez besoin de 100% de ce revenu-là, mais ça ne sert à rien de s'incorporer. De toute façon, il ne resterait pas d'argent dans le compte de la business. Fait que si vous avez besoin de 100% du revenu que vous faites, ça ne sert à rien de s'incorporer. Le but de l'incorporation, c'est justement de laisser de l'argent dans l'entreprise, puis que cet argent-là qui reste dans le compte de la business, soit imposé à un taux inférieur que celui des particuliers. Quand je dis particuliers, c'est salariés, mais aussi les travailleurs autonomes. Les travailleurs autonomes, la seule chose qu'ils peuvent déduire des dépenses pour réduire leur revenu imposable. Mais bref, si tu génères 200 000 par année, puis que toi, tu as besoin d'un salaire de 80 000 pour vivre, là, c'est intéressant d'ouvrir une compagnie incorporée parce que le 120 000 qui reste dans le compte de la business, il est imposé à 20% au lieu que tu aies à assumer un taux d'imposition autour de 40, 45, 50% sur les revenus excédentaires que tu n'as même pas besoin. Tu ne verseras pas au complet 200 000 par année si tu as besoin de 80 000. Fait qu'à ce moment-là, ça vaut la peine d'opter vers une incorporation. Et c'est sûr que cette mécanique-là, par contre, ça reste un report d'impôt. De la minute que tu veux tout sortir l'argent de là, que tu te le verses comme salaire ou en dividende, il va falloir que personnellement tu repayes de l'impôt. Donc, si on veut résumer un peu les points importants par rapport à la fiscalité d'un trader, la première affaire qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas faire de day trading dans son CELI. On va s'assurer aussi de déclarer ses revenus de trading si c'est des revenus effectivement faits dans l'optique de générer des profits à court terme. Ce n'est pas des placements, ça n'a pas d'affaire dans un CELI. Si vous le faites dans un compte enregistré, que ce soit un compte comptant ou sur marge, évidemment, vous devez déclarer ces profits-là. Donc, on ne s'en sort pas. Si on fait du gros fric, on paye de l'impôt, que ce soit en salaire ou avec du trading, on ne s'en sort pas. Il faut le payer, cet impôt-là. Donc, c'est sûr que le CELI n'a pas été fait pour se sauver des impôts. Ça a été fait pour ne pas payer de l'impôt sur les revenus de placement à long terme. C'est ça le but du CELI. Deuxièmement, pour ce qui est de la question d'un gain capital versus un revenu d'entreprise, c'est sûr que si vous faites du day trading, on oublie ça, c'est pas un gain en capital, c'est vraiment du revenu. Après ça, la zone grise par rapport au swing trading, vous avez acheté
Aujourd'hui, vous en revendez dans 3 mois et demi, c'est borderline. Si vous achetez fréquemment puis que votre durée, c'est une journée ou 2 ou 3, on commence à s'éloigner tranquillement pas vite du gain en capital. Mais bref, si vous êtes des traders actifs, comme dans mon cas, c'est ma business, c'est ça que je fais, ça devient automatiquement des revenus d'entreprise et non pas des gains en capital, même si concrètement, je revends vraiment des actions plus chères que ce que je les ai payées, puis que normalement, si c'est un gain en capital, j'ai pas droit à ce traitement fiscal-là parce que c'est vraiment fait dans le but d'une activité commerciale, dans le but de dégager des profits et non pas dans l'optique d'un investissement. Et pour finir, vis-à-vis la question de l'incorporation pour faire du trading, si vous générez moins de 100 000 par année avec du day trading ou du swing trading ou n'importe quelle activité de trading à court terme, ça ne vaut pas la peine d'opter vers une incorporation. Encore là, ça dépend. Si vous me dites que vous êtes capable de vivre avec un salaire de 30 000 puis que vous générez 100 000, vous êtes capable de laisser un 70 dans le compte de la business, c'est une autre affaire. Mais règle générale, si vous ne faites pas 100 000 de profit avec le day trading, swing trading, une incorporation, ça ne vaut pas vraiment la peine parce que faut savoir qu'une entreprise incorporée, ça nécessite plus de paperasse, donc les rapports trimestriels, les états financiers annuels, il y a beaucoup de frais de comptabilité qui viennent avec ça. Fait que si vous n'utilisez pas l'avantage du report d'impôt, ça ne vaut pas nécessairement la peine d'opter pour une incorporation. Soyez travailleur autonome. Quand même, vous pouvez, comme je vous dis, déduire vos dépenses qui sont liées au trading. Il faut vraiment que ça soit directement lié aux transactions de trading pour être considéré comme déductible d'impôt. Mais vous avez quand même un paquet d'avantages à trader comme travailleur autonome sans nécessairement passer via l'incorporation. Donc, je termine l'épisode là-dessus. Merci beaucoup pour votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.